C'est à la même époque que j'ai vu quel pouvait être l'ascendant moral de l'empereur sur certains esprits et l'espèce de coup qu'on pouvait lui porter. Un général dont je ne sais pas le nom, grièvement blessé à la jambe, s'était traîné au lever de l'empereur qui, vers ce temps, on avait entendu de beaucoup la faveur. Apparemment, qu'on avait instruit Napoléon que l'imputation était absolument indispensable et que ce malheureux officier se refusait tout à fait, car arrivé à lui, il dit: comment pouvez-vous vous refuser à une opération qui doit vous conserver la vie? Ce ne saurait être la crainte qui vous arrête. Vous vous êtes exposé si souvent dans les batailles. Serait-ce le mépris de la vie? Mais comment votre cœur ne vous dit-il pas qu'avec une jambe de moins, on peut encore être utile à la patrie, rendre des grands services à son pays? L'officier gardait le silence, sa figure, sa contenance était en calme, douce mais négative. Et l'empereur, attristé, avait déjà passé plusieurs personnes quand l'officier semblant avoir recueilli ses forces et pris une résolution soudaine. S'avança vers l'empereur et lui dit: Sire, si votre majesté m'en donne l'autre, j'y vais en sortant d'ici. À quoi l'empereur répliqua: Mon cher, mon autorité ne s'étend pas jusqu'à là. C'est la persuasion dont j'aurais souhaité vous pénétrer, mais du commandement le ciel m'en préserve. Et je crois me rappeler que le bruit fut alors que le malheureux officier, en sortant, avait été se soumettre à l'opération fatale. Aurais-tu des l'île d'Elbe? L'empereur étant entré le soir fort tard aux Tuileries sans premier lever, le lendemain fut, comme on supposait, des plus nombreux, quand la porte s'ouvrit à son apparition devant nous. Il me serait difficile de rendre la vague de mes idées à la nature de mes sensations. Il apparaissait là comme des coutumes, comme s'il n'y avait pas eu d'intervalle. Il me semblait le même que si je l'avais vu, la veille, la même figure, la même costume, la même attitude, les mêmes manières. Je me sentais vivement réunie et je crois que chacun partageait la même sensation. Toutefois, ça eu les sentiments, l'important sur le respect. On se précipita vers lui. Lui-même se montrait visiblement ému et Dieu embrassa plusieurs des plus distingués. Puis commença, comme de coutume, sa tournée au-delà. Sa voix était douce, sa figure satisfaite, ses manières affectueuses. Il parlait successivement avec bienveillance à chacun. Ah, monsieur le major, général de l'armée blanche, dit-il, à 2 pas de moi. Ah, quelqu'un avec un mélange visible de plaisanterie et d'affection. Plusieurs des assistants n'étaient pas sans quelque embarras par des divers grands événements qui s'étaient passés. Peu Napoléon, il semblait non vouloir connaître aucun. Il n'oubliait pas qu'il avait dégagé chacun au Fontainebleau les traits suivants, prouvant la justesse de son raisonnement et le sang-froid de ses actes, et démontrant surtout qui, bien qu'au sommet du pouvoir, sa modération, son équité ne fléchissait en pain devant ce qui lui était le plus directement personnel et sur le sujet le plus délicat et le plus sensible. Lorsque, contre lui, dans l'affaire de Georges Bichigrou, Moreau se trouva arrêté, un des camps du premier consul, qu'il avait été aussi peut-être de Moreau, ou du moins avait servi sous ses ordres, n'hésita pas à aller visiter avec un intérêt marqué. Cela peut être bien, dit Napoléon en l'apprenant. Je ne saurais précisément blâmer
un tel acte, mais je dois chercher un autre édécon. Ce poste est tout de confiance et d'un entier dévouement. Il ne saurait admettre de partage dans une affaire aussi personnelle que celle-ci. Et il donna un régiment à cet édécon, le colonel Lacroix, qui très distingué et qui périt à quelque temps de là à la tête de ce régiment dans les affaires qui précéderont la capitulation d'Ulm. À peu près à la même époque et pour la même affaire, un préfet aussi remarquable par ses talents administratifs que par la noblesse de son caractère, celui de Liège, fut mandé subitement Paris, au courant l'esprit plein de preuves de satisfaction qu'il pouvait recevoir, parce qu'il les méritait, mais il se trouva invité par le grand juge à vouloir bien passer chez lui avant de se présenter chez le premier consul, et là, il se vit inopinément interrogé ex officio sur une lettre qu'on lui présentait. Il ne peut d'abord nier la signature dont elle se trouvait bien imitée, mais il se récria aussitôt sur les sentiments qu'elle renfermait. C'était la plaidoyer de Moreau et des imprécations contre le consul, machination atroce qu'un haut fonctionnaire, ennemi du préfet, avait fait fabriquer dans l'intention de la perdre. Les préfets ayant prouvé que cet acte lui était étranger, il parut à la grande audience du premier consul qui affecta de loi lui témoigner une considération toute particulière et lui dit en le quittant: retournez à vos fonctions que vous remplissez si bien. Vous importez toute mon estime. Ce témoignage public doit vous consoler de désagréments qui vous ont vastement suscité à la calomnie et le mensonge. Voici qui fait voir que Napoléon n'était pas disposé à sévir trop promptement contre une certaine indépendance même déraisonnable. Je tiens de M. de Montalivet, alors ministre de l'Intérieur, qui demeurait seul avec l'empereur après un conseil des ministres. Il lui dit: si ce n'est pas sans un grand embarras que j'ose entretenir votre majesté d'une circonstance vraiment ridicule, mais un préfet jeune auditeur s'obstine ouvertement à me refuser un titre que l'usage a consacré partout pour ministre des subalternes de mes bureaux, s'étant aperçu qu'il ne me donnait jamais la monseigneur, et croyant y voir l'affection en eux, la gaucherie de lui réclamé en mon nom, à quoi il a répondu péremptoirement qu'il n'en ferait rien. Je suis tout honteux quand a élevé cette difficulté, mais pourtant les choses en événement un point qui ne permet pas de reculer. Une telle obstination parut d'abord incroyable à l'empereur. Il ne revenait pas, disait-il, d'une pareille folie dans le jeune préfet. Cependant, après quelques instants de méditation, il répondit à M. de Montalivet en riant: mais c'est qu'après tout, une telle obligation n'est pas dans le code. Et ce jeune homme est peut-être un bon fruit qui n'est pas mieux. Toutefois, un tel scandale ne doit pas se prolonger et il faut finir. Faites-moi venir son père. Je suis sûr que le jeune homme ne résistera pas à un ordre de sa part. Tournure remarquable de la plus délicate morale.